Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est la troisième tentative avec un autre matériel. Nous sommes le 14 juin 2017 et Londres est en feu. Alors là, ils ne pourront pas dire que c'est un attentat terroriste puisque la plupart des habitants de ce bâtiment étaient des musulmans et même des musulmans pratiquants. Donc là, pas de chance pour l'oligarchie. Madame Oliver Shizama, konnichiwa, c'est raté pour cette fois-ci. Mais, le petit Bokassa, il a été voir Theresa May pour discuter du terrorisme. Vraiment, ils nous prennent pour des crétins. Je vous le rappelle, le terrorisme n'est pas le fait de musulmans intégristes ou de brigades rouges, roses, vertes, qu'importe la couleur. Le terrorisme est le fait des États, de la bande à qui là, comment il s'appelle là, ça y est, ça m'échappe, pardonnez-moi. Cette bande là, ils se retrouvent tous les ans. Vous savez de qui je parle, ça m'échappe. C'est toujours comme ça. Ces mots qu'on a sur le coin de l'oreille, le coin du cerveau, et pas sur le bout de la langue. Et les Bilderberg. Yes. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à la maison. Je le répète pour ceux qui ne le savent pas. J'ai pris quelques jours pour venir aider ma maman, qui est une personne âgée et qui a besoin d'aide pour son installation. J'avais déjà passé un mois auprès d'elle pour m'occuper de tout son déménagement, tout seul évidemment. On est toujours tout seul face à ça, les membres de la famille sont toujours miraculeusement absents. Ils ont toujours 1000 choses plus importantes à faire. Je sais, c'est toujours comme ça. Peu importe, les choses sont faites à présent. Là, je mets la dernière patte, les finitions, les fixations, les accrochages, enfin, tout pour le bien-être d'une vieille dame qui a aimé ses enfants comme personne, comme toutes les mamans d'ailleurs, aiment leurs enfants. Donc c'est pour ça, et je le disais, que mon combat pour les personnes âgées est très important, parce qu'avant d'être ce que nous sommes, nous avons été ces enfants et ces grandes personnes nous ont aidés à grandir et à nous élever. Donc c'est notre devoir filial d'une part et notre devoir d'amour, d'aider ceux qui nous ont fait. Voilà, la chose est dite. Je voulais remercier ces personnes qui m'envoient toujours des messages touchants, privés. J'ai un ami qui m'a proposé de... Ça m'a beaucoup touché, d'ailleurs je m'y attendais absolument pas. Sans fausse modestie d'ailleurs. Je n'ai pas d'orgueil là-dessus. Il a été intéressé pour faire un film biographique sur moi. Est-ce que je suis aussi important pour mériter ça? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais c'est touchant qu'un contact ait cette pensée. J'ai pas trop l'habitude. Non, j'ai pas du tout l'habitude des compliments en fait. C'est quelque chose que j'ai rarement vécu. On était dans une famille où les sentiments se gardaient. On disait pas les choses. C'est-à-dire qu'on reconnaissait les talents de chacun, mais on le disait pas. Mon père, par exemple, m'a jamais dit qu'il m'aimait. Jamais. Mais il m'aimait. Je le sais. À sa manière.
ma mère me le faisait comprendre par des gestes, mais jamais sans le dire. Jamais. Alors quand on me dit... Bon, puis j'avais un frère assez difficile. Et j'étais plutôt rabroué et traité de nul, de minable. Toute ma vie avec lui, on était toujours inférieurs. Je dis pas de mal de lui, là, je raconte des faits. Ça m'intéresse pas de dire du mal des gens, ça sert à rien. Il faut savoir pardonner. Mais des fois c'est très difficile. Donc ça me touche vraiment que des gens qui me connaissent à travers mes textes, à travers ces vidéos et ce désir de faire un travail comme ça sur un type comme moi qui est comme vous tous. Je suis comme vous tous. Je n'ai pas beaucoup de différences fondamentales par rapport à vous. Peut-être que les souffrances de l'enfance m'ont permis d'ouvrir les yeux sur des choses un peu plus rapidement que vous, mais vous aussi, vous avez cette intelligence du cœur, je le sens bien, dans tous vos écrits, dans tous vos messages. Voilà. Alors hier, j'ai parlé de Sisyphe, de ce fameux mythe de Sisyphe, de ce travail de l'infinie répétition. Alors peut-être que cette vidéo marchera et peut-être pas. On verra. Bon, je vais vous lire le texte, puisque vous l'attendez, avec impatience, je le sais. Ça aussi, c'est bouleversant de se rendre compte que son travail devient presque indispensable à certaines personnes, et c'est touchant, c'est vraiment touchant. Comme je vous dis, j'ai pas trop l'habitude de ça. J'aurais dû prendre de l'eau, j'ai la gorge sèche. C'est la sécheresse qui arrive. Un peu d'humour. Alors, le texte, vous le savez, s'appelle Liqueur. Prune, claire comme de l'eau de roche, après une poire belle Hélène. Dieu, qu'elle était belle dans ses dessous délicats, dans ce liqueur sur lequel j'étais allongé. Je l'ai dévoré des yeux comme l'apôtre le pain de la manne. Un vieux marc, je suppose. Un vieux marc de champagne grognard. Non, il était goyard. Ou de Bandol, ce vieux marc qui buvait son eau de vie, alors que ce soir-là, elle buvait mon eau de vie. Belle comme l'amour dans un instant, elle pointait du regard de ses yeux purs l'objet de belles convoitises qui pleurait des soupirs que sa langue agile allait lui offrir. Mais la pensée de ce vieux marc d'Auvergne ou du beau Jolet, en se promenant dans les allées du château neuf du Pape, près de l'église Saint-Pierre de Rome, allant chemin faisant, me surprit à un tel instant. Alors, je sais bien que les allées de Châteauneuf du Pape ne sont pas à Saint-Pierre de Rome, mais ce sont des allégories et des figures poétiques. Mais la pensée de ce vieux marc d'Auvergne ou du beau Jolet, je vous l'ai déjà dit, je crois qu'il avait mal à sa côte du Rhône et pas celle d'Adam, car dedans, il n'en avait plus depuis longtemps, qu'il soignait avec un muscat adriatique qu'il s'appliquait en baume de Venise. Ah, l'hypocrase à la mode de chez nous, après un vin de fraise, semblait aller mieux, mais les révélations de l'abbé, dit Lannes, non, je crois que c'était l'aubé de l'indépendance journalistique. Cela existe-t-il encore? Encore dans ce monde, l'indépendance journalistique.
c'est difficile, souvenez-vous, le petit Bokassa, là, avec ses élections catastrophiques pour la démocratie, qui disait « Je ne réponds pas à la presse ». Alors dans une dictature, soit les politiques ne répondent pas à la presse, soit ils contrôlent la presse, et donc la presse qu'ils ne contrôlent pas, ils n'y répondent pas, soit ils contrôlent le pays pour divulguer seuls certaines informations qui pour eux sont capitales et pour nous sont d'une médiocrité banale. Parce que tout ce que dit ce petit Bokassa de Macron, ça ne sert à rien. Il n'a aucune espèce d'envergure, ce petit homme de rien du tout. Celle-ci, la journaliste, déclarait secrètement dans un article paru sur Mediapart et supprimé dans les 24-48 heures. L'apparition d'une nouvelle peste soit-elle, découverte le 2 mai 2017 par le service d'hygiène de la ville de Montreuil, jadis ancien repère des Russes du Muet, qui ont fait parler la France durant 10 longues années de plaisirs et de succès. J'avais beau caresser sa tête blonde en révélant ces informations, elle était plus intéressée par mon corps que par mon esprit prolixe et vagabond, sa belle tête oblongue. Je fais encore une interruption. Pourquoi est-ce que je parle de la ville de Montreuil? Parce que la peste se développe à Montreuil actuellement. Une peste pestilentielle. Mais pourquoi est-ce que je vous ai parlé des Russes? Ah, il ne s'agit pas de M. Poutine, non. Il se trouve qu'en 1917, il y a eu une révolution bolchevique en Russie. Les communistes, à la tête desquels se trouvaient Lénine et Trotsky, bon, je ne vais pas vous faire encore d'histoire, ont renversé la cour impériale et ils ont fait exécuter Nicolas II, Alexandra et leurs enfants, ainsi que le tsarevitch, c'est-à-dire le fils de Nicolas qui était tsarevitch, le petit tsar. Ça, je crois que c'est un drame de l'histoire qui aurait dû être évité. Il n'était pas nécessaire que les communistes, les bolcheviks, décident de pratiquer un tel assassinat, mais peu importe, parce que Lénine étant un extrémiste de gauche, il fallait exterminer tous ceux qui n'étaient pas de son bord. La mort d'Alexandra et surtout de Nicolas, c'est quelque chose qui me bouleverse, d'une part parce que ce sont des aristocrates, et d'autre part, j'ai une amie, Solange, qui est médium. Alors, je ne sais pas si elle est médium comme ci, comme ça, enfin, j'en sais rien. Mais un jour, elle m'a dit que j'avais été assassiné avec toute ma famille. Et je lui ai dit, mais comment pourrais-tu dire une chose pareille? On a des aristocrates dans la famille. Du côté de ma grand-mère paternelle, des pairs de Hongrie, mais ils n'ont jamais été assassinés. Enfin, pas ceux-là, d'autres. Le père de mon père, par exemple, qui était aristocrate également, mais du côté croate, a été suicidé de 2 balles dans la nuque par la police politique de Staline. Un soir, ils sont venus voir ma grand-mère, ils ont frappé à sa porte. 2 commissaires politiques qui lui ont dit « Irma, ton mari s'est suicidé ». Et ensuite, quand mon père me racontait ça, il en pleurait, parce que mon grand-père était un homme très érudit, et parce qu'ils ont fait comme Hitler, ils ont brûlé la bibliothèque de mon grand-père. J'ai encore les paroles de mon père dans ma tête.
qui parlait uniquement quand il était ivre, et qui disait « Ils ont brûlé la bibliothèque de mon père. » Et il en pleurait. Il faut dire que mon père, à 14 ans, avait lu la Divine Comédie de Dante, entre autres. Il parlait le grec et le latin couramment, le russe. Et quand on lui demandait de parler russe, il répondait en russe qu'il ne parlait pas russe. Il poнимait, pas по-русски. Alors pourquoi je vous parle des Russes de Montreuil et puis de Nicolas II? Parce que Solange me dit qu'en fait, j'étais la réincarnation de Nicolas II. Ça m'a toujours frappé, mais il est certain que ça m'a toujours bouleversé quand je voyais des images de Nicolas II, Raspoutine, Alexandra, le Tsarevitch et leurs sœurs. Et d'ailleurs, je vais y venir, il se trouve qu'à Montreuil, il y a eu des Russes, tous ces Russes blancs qui ont fui dès 1917 par la Crimée, pour se réfugier en France. Pourquoi en France? Parce qu'ils parlaient tous français, et pour cause, le français était la langue officielle à la cour de Russie. Mais bon, c'était pas tous des aristocrates, c'était des grands artistes, et il faut se plonger dans le constructivisme russe, il faut se plonger dans tout l'art russe du début du XXe siècle, qui est absolument extraordinaire, extraordinaire. De Mikhail Vroubeil à Shishkin, à Kazimir Malevitch, Rodchenko, enfin c'est l'apport culturel de la Russie en France est considérable, considérable, du point de vue des arts du spectacle, de la danse, de la musique, de la poésie, de tout. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne savez pas, mais c'est énorme, énorme. Et j'ai fait une thèse de DEA quand j'étais étudiant à la faculté de Strasbourg, qui a d'ailleurs été publiée par l'université, sous la direction d'un homme remarquable qui s'appelait Pierre Hafner et que je pleure encore. Il est parti d'un cancer du pancréas 1 mois après le cancer du pancréas de son grand frère. J'ai pas pu aller à son enterrement parce que ma fille était toute petite à l'époque et j'avais personne pour la garder. C'est pas une excuse, c'est un fait. Et il fallait aller à Mulhouse, enfin je pouvais pas. Je ne regrette pas, je ne regrette rien, parce qu'il ne faut pas regretter. Mais j'ai de la peine pour Pierre et pour sa famille. Beaucoup de peine. Oh, ça fait 18 ans maintenant. Donc Pierre m'avait demandé de faire une recherche sur un type, un inconnu qui s'appelait Joseph-Louis Mounvillers. C'est une drôle d'histoire parce que je venais d'une autre fac, d'une fac d'art plastique, parce que j'étais historien de l'art et artiste peintre et photographe. J'ai exposé pendant 25 ans, j'exposais déjà pendant que j'étais étudiant. Et j'ai eu un petit prof médiocre, d'origine polonaise, peut-être se reconnaîtra-t-il, qui m'a fait des menaces absolument stupides en me disant que je ne pourrais jamais faire une thèse. Il m'interdirait de faire une thèse. En tous les cas, dans le domaine de l'art plastique. Parce que, soi-disant, j'avais pas respecté les règles. Ce qui était complètement faux. Cet imbécile n'avait qu'à vérifier le dépôt de maîtrise à l'université. Je sais, c'est une banalité, mais ce qui m'avait choqué, c'était le pouvoir de ces profs médiocres, mauvais peintres et mauvais profs, qui veulent interdire à leurs élèves surdoués de continuer leurs études parce qu'ils sont vexés jusqu'au trou du cul de ne pas avoir été choisis et de ne pas avoir valorisé leur petit ego monstrueux et ridicule. Et comme j'adore le cinéma, puisque je voulais faire du cinéma depuis l'âge de 4 ans, j'avais pris le cinéma en option et j'avais rencontré Pierre Hafner, qui m'adorait et que j'adorais. On s'entendait comme la rose en foire. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit «
tu voudrais pas faire une thèse de DEA sur Joseph-Louis Mounvillers? J'ai dit, mais tu sais, je suis bloqué à la fac parce que l'autre imbécile m'empêche de continuer. Oh, mais je m'en fiche de l'autre imbécile. C'est moi le directeur de cet institut. Donc je me suis inscrit sans aucune difficulté et j'ai eu la grande satisfaction d'aller voir ce prof médiocre parce qu'il fallait qu'il contresigne un document. Et quand il a vu le document, il a dit, mais Jean Droc, ce DEA, c'est pas en art plastique. Hein. Vous savez que je vous l'interdis. Il n'avait aucun droit d'interdire. J'aurais pu porter plainte contre lui. C'est vraiment de la bêtise, c'est de l'orgueil mal placé. Et puis quand il lit le document et qu'il dit, mais vous faites ça sous la direction de Pierre Haffner, j'ai dit oui. Or Pierre Haffner avait 2 thèses d'État, une thèse de philo, une thèse de cinéma. Et Pierre Haffner, c'était une tête extraordinaire. C'est ça qui était génial, quand on le voyait, on l'aurait pris pour un débile mental, mais c'était un homme d'une intelligence flamboyante, absolument génial, comme j'ai aimé Pierre Haffner. Et alors l'autre imbécile, il a pris son stylo, il m'a dit, mais je signe où? Et là j'ai pointé de l'index et j'ai dit, vous signez là. Et quand Pierre m'a dit, alors il a fait des histoires, j'ai dit, ah non, dès qu'il a entendu ton nom, il a signé. Donc j'ai fait mon DEA sur Joseph-Louis Mounvillers, qui était un Alsacien qui, de Mulhouse, enfin pas complètement de Mulhouse, mais je ne vais pas vous donner le nom du village parce que ça ne vous dira rien, mais Mulhouse au moins ça vous parle. Et il est parti à Paris avec son baluchon et il a été voir Monsieur Pathé. Vous savez, celui qui fait les pâtés, c'était son père, mais Pathé Cinéma. Et comme tous les deux étaient du même village, originaires du même village, eh bien, Pathé l'a embauché, l'a formé, et ensuite il a envoyé Mounvillers, puisqu'il parlait allemand, puisqu'il était alsacien, il l'a envoyé en Russie. Et en Russie, Mounvillers a formé tous les Russes au cinéma. Vladimir Volkov, Mojoukine, enfin tout le monde. C'était tous des acteurs, des metteurs en scène de théâtre, mais Mounvillers les a formés à la mise en scène de cinéma. Et il y est resté des années, il était même très heureux. Il a récupéré un ours, il avait un ours, qui est un bébé ours qu'il avait trouvé, dont la mère avait été tuée. Il a eu un contact avec Raspoutine qu'il avait contacté avec ses machines téléphoniques, parce que les Russes étaient très en avance, et qui lui avait dit toi le petit Français, viens me rejoindre, viens avec ta machine, me filmer moi avec les femmes de mauvaise vie. Parce que Raspoutine, je ne vais pas vous en parler, on en aura pour des heures. Mounvillers est le seul à avoir photographié Léon Tolstoï sur son lit de mort dans la gare d'Astrapovo. Vous pouvez vérifier tout ça, je ne vous raconte pas d'histoire. Ah, ça vous étonne, non? Ben oui, je suis l'un des rares spécialistes du cinéma muet à connaître cette histoire, puisque c'est moi qui l'ai exhumée et que personne s'y intéressait. Et j'ai la photo de Tolstoï sur son lit de mort, bien sûr, qui m'a été donnée par la nièce de Mounvillers, une très gentille dame. Et Mounvillers, donc, a formé ces Russes, et en 1917, ils sont tous repartis par la Crimée et ils sont arrivés à Paris. Alors la légende veut que beaucoup sont devenus chauffeurs de taxi, ce qui est vrai. Mon oncle Dimitri, qui était fils de Russe blanc, prince d'Oznobichy, donc son père avait perdu un bras à la guerre, il était ingénieur, et mon oncle Dimitri, qui était fils de prince,
est devenu un merveilleux ébéniste. Et il adorait mon oncle hongrois, qui était le frère de mon père, et les mères, un homme que j'adorais également, qui était un ébéniste merveilleux également. Et c'était formidable de voir le russe et le hongrois qui se comprenaient et qui s'entendaient merveilleusement. Pourquoi ? Parce qu'ils parlaient la même langue, la langue des mains. C'était merveilleux. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé mes oncles. Donc les Russes de Montreuil ont fait tout le cinéma muet de 1920 à 1929, de 18 à peu près, dans les studios de Montreuil. C'est donc pour ça que je parle des Russes de Montreuil. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'en sait pas grand-chose. Mais si, pourtant, on sait beaucoup de choses. Par exemple, Romain Gary, qui est cet écrivain formidable que nous avons en France, est le fils d'un de ces Russes de Montreuil, un grand acteur qui s'appelait Ivan Mouzjoukine, et d'une actrice aussi magnifique. D'ailleurs, Romain Gary avait ses yeux bleus, d'un bleu perçant, d'un bleu comme l'eau de mer, comme le ciel. Enfin, c'était magnifique. Puis ce bouc, comme ça, c'était un homme extrêmement séduisant et d'un talent d'écrivain. Émile Ajar aussi, c'est le même. Romain Gary et Émile Ajar sont les mêmes écrivains. C'était son pseudonyme. Et donc il vient de cette filiation. Alors comme ça, vous comprenez que les Russes, quand je parle des Russes à Montreuil, c'est à cause de ça. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas savoir, c'est sûr, je suis là pour vous l'apprendre. Donc vous pouvez faire des recherches sur les Russes de Montreuil, c'est absolument passionnant. Malheureusement, comme en 1929, le cinéma parlant est sorti, ça a été très difficile. Parce que ces Russes parlaient avec une grosse voix et un accent terrible. Donc ils n'avaient plus leur place. Tant que c'était du muet, ils pouvaient jouer ce qu'ils voulaient, dans toutes les nationalités. Alors Ivan Mouzjoukine, le pauvre, il est mort dans le jeu et la boisson, parce que les Russes sont très exubérants, bien sûr. Et puis il avait quelques petits rôles de parlant, très très peu, c'est très rare. En revanche, Abel Gans, dans son Napoléon, qui était un homme absolument remarquable et génial, avait utilisé ces deux opérateurs, Kruger et Moonvillers, sur le Napoléon, parce qu'il avait plusieurs opérateurs, dans ces deux-là. D'ailleurs, je crois que c'est Moonvillers qui a formé Claude Renoir, le dernier fils de Jean Renoir. Non, le dernier fils du peintre Renoir. Hein. Jean, c'est son fils. Claude, c'était le dernier, c'était le petit. Et il l'a formé, il est devenu directeur de la photo toute sa carrière. Et Abel Gans, si vous voulez, dans le cinéma muet, avait déjà prévu qu'il y aurait du parlant, ce qui fait qu'il a fait réciter leurs acteurs, leurs textes. Et quand le parlant est arrivé, il a pu mettre des voix sur le muet. Ah, le Napoléon d'Abel Gans, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est absolument un chef-d'œuvre. Bon, c'est autre chose. Nous allons revenir à la réalité. On ferme la parenthèse. Alors, on revient à la ville de Montreuil. Alors, jadis ancien repère des Russes du muet, maintenant vous comprenez, qui ont fait parler la France durant 10 longues années de plaisirs et de succès. J'avais beau caresser sa tête blonde, dont je l'ai déjà dit, mais cette peste se répand dans la ville de Montreuil comme une plaie d'Égypte, qui livrera son office comme le curé à la messe de manière inéluctable. Et oui, la plaie d'Égypte, celle qui se répand comme ça, et que l'on ne peut pas éviter si les portes ne sont pas marquées. La chaleur de l'office nauséeuse est l'excuse à toutes les justifications, elle qui fait remonter les humeurs des égouts, celle qui diffuse l'odeur des SDF ou des pauvres qui n'ont plus de quoi se laver, enfin, mille excuses, monseigneur, pour dissimuler le secret d'une vérité sordide, celle du début de la fin. Cela commence par les nuées, des brouillards sombres et noirs qui surplombent les cieux afin de masquer le soleil,
Ils déversent des pluies de virus et de nanotechnologie pour coloniser l'humanité, puis ils font pousser les pestes dans les villes comme des champignons colonisateurs qui vont s'immiscer jusque dans les fibres des vêtements, coloniser les intérieurs de cette odeur nauséabonde dont nul ne peut se défaire. Alors c'est ça, cette nouvelle peste est une peste d'odeur en fait, qui a été découverte dans un appartement parce qu'on y aurait laissé soi-disant de la viande pourrir. Et que toutes les bactéries de cette viande se seraient développées et continueraient de se développer partout. Ça me fait penser à une bande dessinée de Loisel, où c'est exactement ça. C'est cette peste comme ça qui bouge, et dès qu'on est touché, on est contaminé. Et on ne peut pas en sortir. Alors bien sûr, l'article a été supprimé. Les autorités motus et bouche cousue. Les autorités silencieuses comme la mort ont pour objectif de ne pas diffuser de signaux d'alerte. Le silence est de mise, comme l'assassinat du duc de Guise. Alors le duc de Guise, souvenez-vous, c'est un fait historique, c'est un homme d'histoire, évidemment, qui a été assassiné pour des raisons politiques et religieuses. Nous sommes sous le règne de la Renaissance, Henri IV, la reine Margot, Catherine de Médicis, les assassinats, les empoisonnements, les élixirs de meurtre, enfin c'était... Là on peut dire que c'était mouvementé. C'était la CIA de l'époque. C'est lorsqu'il est trop tard que nous apprenons les fourberies dont nous sommes victimes, les monstruosités complices des félons qui nous gouvernent et qui ne sont jamais touchés. Alors, comme d'habitude, on tait les choses pour ne pas paniquer les gens. Mais au lieu de traiter le problème à la source, on le laisse se répandre. Montreuil, c'est 100 000 habitants, mais on ne peut pas imaginer contingenter une épidémie de la sorte dans une petite ville de 100 000 habitants. Les gens bougent. Les gens qui habitent Montreuil travaillent à Paris, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui habitent Montreuil peuvent se déplacer. Un témoin raconte c'est pas de sa faute, mais c'était un SDF, est rentré colonisé par cette peste de nanotechnologie dans un wagon, et le témoin qui a raconté l'histoire a ajouté que une fois que l'homme est sorti, la puanteur est restée dans le wagon et que même sa veste sentait cette puanteur. Donc la seule solution, c'est quand vous rentrez dans un endroit où l'odeur est putride, vous sortez immédiatement et vous désinfectez à l'alcool tous vos vêtements et vous les lavez à 90 degrés. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, vous les brûlez. C'est la seule solution. Nous retrouvons ces images de peste du Moyen-Âge. Je pourrais vous en parler, d'ailleurs. Je vous lirai quand je pourrai récupérer ma bibliothèque, je vous ferai des citations sur le développement de la peste à partir du Moyen-Âge et la peste justianique. Je sais, dans le mot justianique, il y a le mot justinien. J'ai bien vu. Hein. Hier, la tricherie manifeste des gouvernants de ce pays, hier c'était dimanche, mais comme on a eu des problèmes technologiques, c'est encore technologique, c'est de la c'est encore une fois manifesté, une fois n'a pas suffi, il en fallait une seconde. Après nous avoir bien mis pour la présidentielle, il nous mettait à nouveau pour avoir le pouvoir absolu de l'absolutiste médiocre et incapable. Les Français ont assumé leur refus de cette politique de tricheurs mythomanes qui ne cherche qu'à appliquer la misère sur l'humanité. Mais le peuple doit comprendre qu'il représente 99% de la population. Et ces pervers sexuels, pédophiles, bisexuels, qui prennent en se faisant prendre par le Hulk, fameux géant vert, qui ne vend pas de maïs, mais qui enfile son dard gigantesque, dans l'orifice nacré
d'un peuple assassiné, et quand il est absent, le citoyen s'excalme. Mais il m'inculque, lorsque Yasser Arafat, en compagnie d'un noir El Sadat, pas d'hier, dans une tribune explosée le 6 octobre 81. Alors je me souviens d'avoir assisté à cet attentat monstrueux où dans la tribune on a fait sauter une bombe, sans doute un coup du Mossad ou de la CIA. Hein. Vous savez bien que c'est la CIA qui a fait le coup d'État contre Charles de Gaulle, hein, le coup d'État d'Alger, à tel point que JFK, Kennedy donc, avait envoyé un mot à de Gaulle en disant écoute, c'est pas moi, je te jure que j'ai rien fait, mais c'est la CIA qui a agi dans mon dos. Donc maintenant, hein, on a les preuves. Hein. C'est pas du complotisme, hein, non. Alors, comme je le dis hein, si fréquemment à ces complotistes qui nous traitent de complotistes, vous, ta gueule. Alors, ces vices compris, cela va sans dire. Ces vices, il nous les vise dans le cerveau pour bien impliquer sa volonté de pouvoir partisan, cher lecteur. Ils ont cru pouvoir apporter de l'espoir à la société humaine en se présentant face à des voyous notoires mais en vain. Les courageux ont été éliminés. Alors, qui sont ces courageux ? Évidemment, ce sont toutes ces personnes qui ont cru que la démocratie, c'était le pouvoir par le peuple et qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. D'ailleurs, il est certain que, comme disait Gérard Lenormand, si j'étais président, donc si j'étais président, moi je mettrais des chômeurs en tant que ministre. Pourquoi des chômeurs ? Ben parce que ce sont des gens très qualifiés, d'une part, en grande partie. Hein. Il n'y a pas que les médiocres, hein, les fumistes, que qualifie la bande à Macron. Mais, les gars, si vous trouvez que ces gens-là sont des profiteurs, je vous en prie, cédez votre place. Parce que les plus profiteurs, c'est les gens qui sont au gouvernement. Hein. C'est les députés, c'est cette cracaille. Ben ça, on en a la confirmation avec cette élection lamentable, où on voit des imbéciles, mais des imbéciles finis, qui deviennent députés. Députés, surtout ces femmes imbéciles qu'on a vues là sur le web. Seigneur, mais pourquoi devons-nous subir ton courroux en ayant des imbéciles en poste ? Épargne-nous, et épargne-nous ces médiocres. Et pour cause. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ces braves courageux, ils se sont fait laminer. Et pourquoi ? Parce que les autres ont triché, ils ont arraché leur communication, leurs affiches, ils les ont pas interviewés comme aurait dû le faire. Cette putain de Babylone qu'est la presse, qu'on ne vienne pas me parler d'honneur journalistique. Vous enculez la liberté d'expression, les journaleux, mais on devrait vous guillotiner comme cela, mais comme les ministres, les présidents, les députés, les sénateurs. Vous ne représentez jamais le peuple, vous ne représentez que les lobbies. Les lobbies, vous êtes des truands, des ordures. Voilà ce que vous êtes. Et vous collectez l'ordure. Excusez-moi, je suis un peu énervé par la situation. Et quand je vois cette espèce de Minet là, qui va voir l'anglaise Theresa May pour parler du terrorisme, mais mon Dieu, mais pourquoi je n'expose pas cette télé ? Mais parce que je suis un cinéphile et que j'aime le cinéma, mais pas celui-là. Pas celui des mauvais acteurs. Et pour cause, on ne compte pas les tricheries du parti dominant des Minets de couche bancaire, de souche bancaire. L'effet Minet fait bien mauvaise impression,
mais pérores comme le coq français, les pattes de poulet de ferme labellisées, premier rang parfait. De France, les pieds plantés dans un tas de fumier. C'est pas les pieds, mon fils, c'est les griffes, les ergots, pas de seigle, mais bien sûr, c'est les griffes. Vous avez déjà vu les griffes de coq, les combats de coq, mais c'est terrible, terrible. C'est terrible aussi pour nous, les défenseurs des animaux. Avec son étiquette de qualité rouge autour du bec de mauvais signe, rouge comme le sang du peuple qui saigne de désespoir, pollué par une peste cérébrale, dite Ebola de lèse-majesté, de l'ex-majesté jamais majestueuse, mais plus tueuse que magistrale. Ces pauvres poulets en batterie, si vous saviez, on leur coupe le bec. Si vous saviez le nombre de terminaisons nerveuses qu'ils ont sur le bec, c'est comme si on coupait le gland à un mec. C'est pareil, c'est sordide. Mais ce qu'on fait subir à ces êtres, mais c'est épouvantable. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter? Est-ce que vous pourriez pas arrêter de martyriser les animaux? Parce que qui martyrise les animaux martyrise les hommes. Regardez ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye. On assassine les gens. On assassine les enfants. Puis après, les soldats reviennent. Ouais, soldat français est décédé en Afghanistan, mais ils ont tué combien d'Afghans, combien de villages ils ont massacrés. Alors bien sûr, il faut leur rendre hommage. Mais ça suffit, on est quand même une civilisation évoluée, on devrait dépasser la guerre. Mais non, on ne peut pas la dépasser, parce que la guerre c'est de l'argent, et l'argent, ben, on en a besoin. Et qui en a besoin? Eh ben les mêmes criminels qui sont au gouvernement. Oh, pas Macron, Macron c'est rien, c'est un sale gosse pourri gâté, c'est tout. Macron c'est rien d'autre que ça, vous l'avez vu sur sa pédale, tac tac, il avait oublié la selle, il était heureux comme un pape. Mais on se moque de qui? Mais c'est les parapluies de Cherbourg. Nous sommes de Serge, monsieur n'était Gémeaux. Bon, j'ai adoré les parapluies de Cherbourg. Merci Jacques Demy, c'est pas ça, mais c'est de la comédie ce truc-là. Faire du vélo avec maman, là, arrête de te ridiculiser, arrête de ridiculiser la France. Tu es la honte de la France, Macron. Je ne commande pas la presse. Ah, bonjour. Il y avait 100 personnes devant chez lui. On est 66 millions de Français. 100 personnes. Et ça, c'est la France? Mais putain, mais réveillez-vous, bordel! Vous êtes 99%. En septembre, il va vous couper les jambes. Les demandeurs d'emploi n'auront plus d'indemnité, qui seront diminués à même pas 6 mois. Parce qu'ils considèrent que ceux qui ne trouvent pas de boulot, c'est des feignants. Mais il n'y a pas d'emploi parce que toutes les entreprises ferment. Dans les villages, il y a les magasins qui ferment les uns après les autres. Il n'y a plus rien. Et Macron dit que ce sont des feignants? Mais il mérite des claques, cet homme. Mais c'est vraiment une tête à claque, hein. On devrait l'appeler tête à claque. Vous savez, comme les poupées canadiennes, là. Les pilotes, là. Monsieur Tremblay. Il voulait un Sunday à peanut. Ben oui. Ben moi, je voulais un Sunday au peanut et j'ai eu Macron à la place. J'ai tout perdu, moi. Les Français sont à nouveau trahis par le pouvoir oligarchique qui tremble de perdre son ascendant jupitérien pour attendre et qui dévoile ses plans machiavéliques qui font figure d'une stratégie de gamin dans les cours de récréation de France et de Navarre où la poule au pot est substituée par le couscous merguez au poulet, à la viande, aux légumes, aux bêtes et pois, qu'effleure bon la nouvelle France macronisée par les socialos et par le petit Bokassa de Pacouti, qui n'aura jamais la vergue d'un président, pas même celle des ministres, qui appellent maman pour le border, après avoir dégagé quelques salles de méphitique obscènes dans le derrière d'un mignon de cou. Branle pas le combat, petit Bokassa. Ton mignon beau comme un héros grec, rieur, fougueux, plume sautier, avide de mordre aux joies de l'existence. Glisse sa verge angevine entre la faute des deux galets. Le bon, c'est là. Désormais, le petit coq sera le bourreau de lui-même et de son peuple.
Il prêche la vertu et s'en prend plein le cul. Bel exemple de moralité, exemplaire. Comment peut-on si justement faire confiance à l'enfant de Pétain qui fourre et se fait fourrer, à ceux qui apprécient la chose, une description du sentiment secret s'impose de facto. Ainsi, petit Bocassa, issu d'une satire de Boccace, je vous demande de m'excuser, agençant le débat moral dans la déliquescence subtile d'un fanfaron inculte et profiteur parvenu aux marches du pouvoir, avec cette fausse allure d'un JFK qui, s'il en avait, les portait devant et jamais derrière. Et ils sont sinistres, alors lui, mais vraiment, c'est le second de la tête à claque. Bah, bah. Bruno Le Maire, déjà ministre, qui se fait élire député, mais qui laisse sa place à sa suppléante, ce qui nous indique que s'il n'est plus ministre, il sera député. Manipulation manifeste et médiocrité sublime. Non mais vous vous rendez compte. Ce type-là, il est ministre, c'est déjà immense d'être un ministre en France, avec tous les avantages. Parce que ça, c'est les profiteurs, hein, c'est ceux qui ont tous les avantages. Hein, parce que, et après, c'est eux qui disent que c'est les demandeurs d'emploi ou les gens qui bossent pas, qui sont des profiteurs. Non mais on se fout de la gueule de qui? Hein? Bruno Le Maire, tu veux quoi? Tu veux avoir accès aux comptes bancaires des personnes qui sont au RSA? C'est ça? Mais moi, je voudrais avoir accès à tes comptes bancaires. Je voudrais voir ce que tu gagnes. Parce que toi aussi, tu as fait travailler ta femme comme la mère Fillon, comme la Pénélope. Pareil, elle est artiste peintre. J'ai rien contre les artistes peintres, bien au contraire, sont mes frères. Mais elle n'est pas trop spécialiste dans ta partie, là. Il me semble pas. Et puis pourquoi tu fais travailler ta femme? Tu peux pas faire travailler les chômeurs que tu pointes du doigt? Ah non, non, tu fais travailler ta femme. C'est pas un acte de salopard fini, ça? Hein? Non, les profiteurs, c'est eux, hein. Il faut quand même que vous preniez conscience de ça. C'est pas les petits chômeurs de merde, hein. Parce que eux, c'est des victimes, les chômeurs, les demandeurs d'emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui pleurent de regagner leur identité. C'est pas eux les profiteurs. C'est les types comme le maire. Alors le type, il est ministre, et il se fait quand même élire député, parce qu'il sait qu'il ne durera pas comme ministre, puisqu'il est très médiocre. Donc, automatiquement, quand il perdra son siège de ministre, il retrouvera son siège de député. Non, mais vous ne trouvez pas ça dégueulasse? Hein? Vous l'avez vu à la télé? Ce Fa? Vous l'avez vu? Il avait sa suppléante à côté. Elle n'a pas pu placer un mot. C'est moi. Moi, je. Mais ta gueule! C'est pas possible. Alors c'est sûr que s'il voit cette vidéo, oui, on ne peut pas traiter un ministre de la République comme ça. Mais ta gueule, le maire, ta gueule. Tu es élu. C'est-à-dire que tu nous représentes. Tu as été représenté même pas avec 17% des voix. Tu ne représentes pas le peuple. Tu n'as aucune légitimité. Tu ne devrais même pas avoir de salaire. Il faudrait qu'on retire le salaire à tous ces gens-là. Vous verrez. On leur retire les salaires. On les met au RSA, voilà. Je confonds toujours. Oui, mais c'est pas la même chose. Je sais que c'est pas la même chose, ta gueule. On les met tous au RSA, vous allez voir. Il n'y en aura plus un seul qui sera ministre. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Le général de Gaulle avait insisté sur le fait qu'un ministre ne pouvait en aucun cas être député pour éviter toute corruption. Eh bien, c'est raté. Et cette nouvelle députée En Marche, qui ne sait pas davantage s'exprimer qu'elle ne comprend la politique. Alors oui, c'est une victoire de la médiocrité, de l'infantilisme et de la bêtise absolue, ou de l'absolue bêtise. Son nom, à quoi bon? Elle est déjà la risée du web avant d'être élue. Pauvre cloche qui sonne quand on la tringle, et toujours idiophone quand on ne la sonne pas. Alors idiophone, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui qualifie les cloches. Non, mais vous l'avez vu, cette bonne femme. Et maintenant, elle est députée. Mais j'ai honte pour ce pays, mais on a... Autant en Amérique, ils ont des députés qui sont tous des escrocs, enfin la plupart, hein, c'est des escrocs des lobbies, mais là on a des crétins. C'est vraiment la France lobotomisée, hein, mais elle est tellement lobotomisée avec un médiocre à la tête, que c'est le syndrome de Péter, hein, c'est la pyramide de la médiocrité, hein, c'est le nivellement de la médiocrité par la médiocrité. Alors on a un chef qui est médiocre,
Et en dessous, on a des ministres qui sont médiocres. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Enfin, c'est pas des médiocres, hein, c'est des magouilleurs. C'est des truands et des magouilleurs. Et qui sont tous liés au lobby de l'énergie nucléaire. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Areva, tout ça. C'est que des trafics d'influence, ce gouvernement. Alors déjà, l'autre, ça l'était. Ils étaient payés par le Qatar, là, celui qui sent le sapin, là, qui pue du fion, là, hein, qui était payé, là, 11 000 euros par le Qatar. Et même les Qataris qui avaient déclaré, ah oui, en fait, la France ne coûte pas trop cher, 10 000 euros par mois, c'est rien. 10 000 euros par mois, le mec, il a vendu la France. Ils ont vendu la France pour 10 000 euros par mois sur des comptes suisses. Ah non, c'est pas vrai? Non, mais souvenez-vous, pour l'affaire Cahuzac, ils ont tous fermé leur gueule. Tous. Pourquoi? À votre avis? Je dis pas qu'ils ont des comptes. C'est pas moi qui le dis. C'est la logique qui le dit. Quand on hurle avec les loups, il y a une raison. Mais quand on se tait, la raison est encore plus forte. C'est de la déduction. Ah non, mais on ne fait pas d'accusation sur la déduction. Ah oui, c'est vrai, on ne fait pas d'accusation sur la déduction. Mais on ne fait pas un gouvernement avec des truands. Petit Bokassa, sans l'envergure du président assassiné en 1963. Une bonne année, certes, celle du lièvre. Celle d'un retour en arrière, instauré par un clan, le clan JFK, Kennedy, qui souhaitait offrir à l'Amérique et au monde un avenir meilleur. El mejor del mundo. Je ne l'ai pas dit avec l'accent parce que je parle très mal espagnol, mais je parle italien. Il migliore del mundo. Vous avez la classe, hein? Aldo la classe. Te lo dico io, sono italiano in spirito. Sì. Mais qui s'est fait faucher par les amis du Petit Bokassa? Les mêmes, toujours les mêmes, ceux qui ne changent jamais. Oui, parce que ceux qui gouvernent, en fin de compte, ne changent jamais. C'est toujours les mêmes ordures, les mêmes truands de banquiers. La preuve, En Marche vers le changement mortel de la classe ouvrière a été élu avec 17% de l'électorat français. Le seul vrai vainqueur est l'abstentionniste citoyen. Plus de 70% des Français se sont abstenus. Vous vous rendez compte? Plus de 70% des Français. C'est la majorité absolue qui ne veut pas de ce gouvernement. Mais ils s'en foutent, ils sont en place. Oui, moi je suis président, mais je ne réponds pas à la presse, moi. Non, pas quand je salue. Tu salues. Mais tu salues qui, toi? Tu salues quoi? Tu salues une bande de crétins, là, qui font du fric sur ton dos, hein, en vendant des sweatshirts, je le dis bien, espèce de connasse. On ne dit pas sweatshirt. Sweat, c'est un bonbon. Sweat, c'est transpirer. Tu comprends l'anglais? Non, tu parles pas l'anglais, tu fais du fric. On dit un sweatshirt. Un sweat, donc pour transpirer. Un t-shirt pour transpirer. Alors, d'abord je parle anglais, pardonne-moi. Et ensuite, quand j'ai eu 17 ans en terminale, j'avais un prof d'anglais que j'adorais, qui s'appelait Monsieur Friseau. Un homme brillant, mais vraiment un génie, ce type. Brillant. Et il nous avait dit la première heure, le premier qui me dit sweatshirt, je lui colle un 0, et ça compte pour la moyenne. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour moi, j'avais déjà été dans les pays anglo-saxons. Alors évidemment, je savais, alors j'ai levé tout doucement la main parce que j'aimais pas trop me distinguer. Il me dit, ouais, vous, c'est comment votre nom? Jean Droc, monsieur. Alors Jean Droc, pourquoi? Eh bien parce que souhaite, c'est transpirer. Bravo, très bien. Je pourrais vous coller un 20, mais je le mettrai pas. C'est pas grave, moi je n'avais pas 0. Ah, voilà, donc comme ça vous retiendrez. On dit pas sweet. Un sweet, c'est un bonbon. On dit un sweat. Et l'autre qui dit les sweatshirts 80 €. Un sweatshirt fait au Bangladesh, made in France. Et puis en plus, il y a une faute d'orthographe. City of President, City of the President. Parce que ça serait la ville des présidents. Quel autre président vient du Touquet? Eh, mais je crois qu'il a une Touquette, celle-là. Ah, tisote, ta
toquette. Allez, on continue. 17% de l'électorat français, le seul vrai vainqueur est l'abstentionniste citoyen. Nul autre que lui a gagné cette élection. Mais lui, personne ne l'écoute, personne ne l'entend, personne ne tient compte de sa voix silencieuse. Ses actions ne comptent pas pour cette démocradictature. Retenez ce mot, c'est de la démocradictature. Macron déclarant « Je ne commande pas la presse ». Non. À ce propos, tout le monde sait que Macron est homosexuel. Mais on s'en fout. C'est sa sexualité. Ça ne nous regarde pas. Mais qu'il arrête de jouer la comédie avec maman. Qui s'assume. Et vous, les GPT cons, là, les GPtons, les GPT cons, là, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous attendez pour lui dire, mais assume tes PD, t'assumes, on s'en fout. C'est ta sexualité, elle ne nous regarde pas. Elle ne nous regarde pas. C'est ton problème. C'est ta vie. Arrête de mentir. Ça, c'est le premier mensonge fondamental. Tu comprends ça? Tout le monde sait que tu l'es, que tu es de la jaquette. C'est ce jeune acteur porno qui t'avait fourré pendant que t'en fourrais un autre. Il l'a dit. Il était témoin. Bon, je suis sûr que tu vas le faire disparaître. Mais enfin, il a dit une chose qui m'avait fait éclater de rire. Il m'a dit, moi au moins je suis le seul Français à avoir pu lui faire le cul. Lui mettre dans le cul. Écoute Macron, t'es déjà un président illégitime. Alors si tu continues à mentir comme ça, on va vraiment pas s'en sortir. Vraiment pas. Tu sais, le propre de l'homme, c'est le courage. Et tu n'en as aucun. Alors, je sais pas qui sont tes conseillers, les LGBT sans doute, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des espèces de branleurs qui ont dû faire des études aux États-Unis, mais qui sont prétentieux comme pas deux. Ah ouais, mais je les connais, les mecs de la com. Hein. C'est vraiment des brels. C'est des brels, des prétentieux, des arrogants. Ouais, j'en sais quelque chose, là. La communication, je connais. Hein. J'en suis sorti, hein. Et j'en suis sorti à raison. Je déteste ce milieu. C'est un milieu de pourri, de saloperie. Ben, si c'est ça, tes conseillers, eh ben, je peux te dire que tu peux te les carrer quelque part, hein, parce qu'ils ne te servent pas à grand-chose. Ils ne font que t'enfoncer dans le trou. Mais ça, c'est normal, puisqu'en fait, ils ne travaillent pas pour toi, ils travaillent pour ceux du dessus, tu comprends? Et leur objectif, c'est justement de pouvoir te foutre dans le trou, parce que tu n'es qu'un pion. Et que bientôt, ce pion, il va s'écrouler. C'est inévitable. Donc, il faut quand même qu'il y en ait qui brisent un peu ton image, comme ça. Ouais. Je crois que tu es tombé dans un sacré piège et tu es tellement gosse gâté pourri que tu vois rien. C'est ton problème, mon pote. Alors, comment traites-tu la paresse, petit trou du fût? De quoi as-tu peur, faux président, que chacun se rende compte quel tartuffe imposteur tu es? Tu es bien le seul à agir de la sorte. Ta traîtrise est-elle si grande que tu ne veuilles pas te trahir par inconséquence en répondant aux journalistes sans avoir tes conseillers en communication près de toi? Un petit peu qu'à ça. Avec un public de crétins, tu es un roi, évidemment. Suffit de te voir au Touquet. Ah, monsieur le président, ah, je ne veux pas, ça va me toucher. Oh, une bise à toi, une bise à l'autre, et si... Mais tu te prends pour qui, mon pote? T'as 100 personnes, il y a 66 millions de Français. Souviens-toi des gens à Marseille. Ah, ne me touchez pas, monsieur. Ah non, 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 non. Surtout pas toi que tu touches pas. Parce que t'es pas un homme, tu comprends? Tu n'as pas une bonne paire de... Enfin, tu les as... Tu les as plutôt derrière. Avec un public de crétins, tu es un roi. Avec un public d'éveillés, tu es un... Je vous laisse terminer. Je privilégie les gens et leurs petits malheurs sont les miens, oui. Mais moi, je souffre avec les autres. Hein. On souffre tous de la même façon. On souffre tous d'être des victimes. Quelle heure est-il, monsieur Allison? Pas loin de 6 heures, je crois, ma sœur. Pour les cinéphiles, c'est un film avec Robert Mitchum. Superbe film. L'heure de rejoindre cet ami lointain que l'on appelle sommeil. Bonne journée, bonne nuit. Quel espoir, que l'espoir vous préserve
Nous allons tous en éprouver la nécessité pressante pour supporter les monstruosités de la bande à Macron et sa mère, Madame Oligashizama, qui nous prépare tous les deux. Mauvaise mère et mauvaise bête qui enfanta dans un lit de malheur cet enfant fils du diable, déviant et trahissant son prochain, tout en empêchant le peuple Balaam d'avancer, lui et son ânesse, dont le lait est si bon pour la dentition des souffrants, si virginal, si pur, l'autre macronisé, Sambala le Hononite, qui tenta Jésus dans le désert durant 40 jours sans succès. Et si nous voyons aujourd'hui arriver Macron de loin, Jésus, lui, voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair. Luc 10, 18. Tomber du ciel comme l'éclair est net, petite fleur de jazz volée d'un amerloc teinté, un blanc français. C'est l'histoire d'un Béchette qui emprunta à Maxime Saury son plus beau morceau pour en faire une renommée qui revenait à un autre. L'histoire est pleine de fourberies qui jalonnent le destin des hommes. Nous vivons une époque formidable. Alors, je parle de Sidney Bechet, vous savez, le clarinettiste, et de Maxime Saury, grand clarinettiste français. Pourquoi ? Et pourquoi j'ai parlé de Petite Fleur ? Parce que Petite Fleur, c'est le morceau qui a vraiment propulsé vers la fin de sa vie Sidney Bechet. Mais en fait, Petite Fleur n'a pas été composée par Sidney Bechet, mais par Maxime Saury. Eh oui. Et c'est Bechet qui en a tiré tous les honneurs. Ce qui fait que Maxime Saury ne pouvait plus jamais entendre ou écouter ce morceau de Bechet qui était de lui. Et il sortait et il en était malade à crever. C'est le drame de sa vie. Alors, pourquoi je le sais ? Parce que Maxime Saury était un ami de mon père, enfin un ami, une relation, et que c'est mon père qui m'a raconté cela. Et mon père, sur ce point, ne mentait certainement pas. Donc voilà. Là, je crois que j'en ai dit beaucoup. Hein. J'espère que la vidéo passera, puis sinon, bah, tant pis, on recommencera, hein, comme Sisyphe. C'est dur la vie, mais c'est celle que nous vivons. Allez, je vous dis à bientôt dans ce nouvel univers. Peut-être que je referai une vidéo, peut-être pas. S'il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas, c'est que je n'en ai pas le temps, parce que j'aide ma maman. Voilà, et que c'est beaucoup de travail. Bon, je vous salue. Hein. Ciao a tutti, ciao a tutte. Ci vediamo. Nous nous verrons quand vous voulez, quand je pourrai. Salut.